Bienvenue à vous dans cette émission spéciale 8 mars consacrée à la place de la femme ici à Mayotte. Et dans notre société, à Mayotte, les femmes ont un rôle très important, même central, que ce soit dans la famille ou dans la communauté. Cependant, encore en 2023, cette société est confrontée parfois à quelques défis, des défis d'égalité des sexes. Mais malgré cela, il y a quand même des femmes qui y arrivent, qui s'imposent et qui s'épanouissent surtout, que ce soit bien dans la politique ou encore en tant que cadre ou en tant qu'entrepreneur. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de cette femme, de la place en tant que femme ici à Mayotte. Je suis heureuse de la recevoir sur ce plateau. Vous la connaissez en tant que politicienne, en tant que femme cadre, en tant que femme à beaucoup de responsabilités. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons la connaître aussi en tant que femme, maman et tout simplement la femme mahoraise. C'est Mariam Saïd Kalam qui est avec nous. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Je le disais, à chaque fois on vous reçoit, on parle de politique et pourtant on a plein d'autres choses à dire, surtout de la place de cette femme et de la femme qui va devenir femme dans quelques années. Les jeunes qui nous suivent et peut-être qui vont vouloir aussi suivre votre exemple, je l'espère, et votre parcours. Pour pouvoir aussi nous aider à comprendre toutes ces choses, tout ce qui se passe dans le point de vue de la société, dans le point de vue de la femme ou de notre semblable homme aussi qui nous accompagne. Il revient aussi dans cette émission. C'est aussi un plaisir pour moi de partager cette émission avec vous. Fayoum Hamdi, vous êtes psychologue, clinicien, cognitiviste et sophrologue. Oui, c'est ça. Comment allez-vous ? Très bien, merci. De retour dans Maïcha. Exactement. Aujourd'hui aussi, on va essayer de décrypter un peu, mais surtout d'aider et de conseiller celles qui nous suivent dans cette émission. Parlez-nous d'abord de vous, de votre parcours scolaire. On va revenir peut-être qu'il y a très très longtemps, un petit peu en arrière. Vous, petite fille, et de votre parcours. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, Yumna. J'ai grandi à Mayotte, dans cette société communautaire, avec bien sûr ses interdits, mais avec aussi beaucoup d'amour de nos parents, beaucoup d'amour de cette fratrie assez garnie. Et donc, voilà, je vous donne une anecdote. Hein. J'ai passé 3 fois l'entrée en 6e. Et dans ce parcours d'enfant, avec toutes les difficultés qui existaient dans les années 80, j'ai croisé des personnes aussi formidables. J'ai en tête mon instituteur que j'ai rencontré, M. Ibrahim Madi, que je ne cesse jamais de rendre hommage, que j'ai croisé à ma 2e année de CM2 et qui m'a fait 2 ans de CM2 pour m'envoyer à 6e et participer à ma construction de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Les interdits, par exemple, rapides, qui vous viennent à la tête aujourd'hui, que vous aviez, vous, à l'époque, jeune femme, et aujourd'hui, qui semblerait mais complètement bizarre d'interdire une jeune femme. J'avais pas le droit d'aller faire du sport en dehors des activités scolaires. Hein. Ça, c'est des choses que j'aurais aimé peut-être explorer ce monde. Aujourd'hui, j'essaie de faire de randonnée, j'essaie de marcher pour me mettre en forme, mais peut-être ça aurait suscité des vocations, je n'en sais rien, mais il y avait ces interdits. Les interdits de s'amuser en tant que petite fille, au-delà du périmètre familial qui a été dessiné aux yeux de tous les voisins et voisines. Ça, ce n'est pas que négatif tout ça, Yumna, mais c'est juste qu'on a entendu beaucoup d'interdits. Et ensuite, on passe ce stade-là de jeune fille, on devient femme, on devient épouse aussi. On va au collège, on comprend qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent à nous, que c'est une chance énorme que d'autres n'ont pas eue. Et là, on s'ambitionne de réaliser des études. D'ailleurs, d'abord jusqu'au bac. Et à l'approche du bac, on voit des grands partir, les grands frères et sœurs partir à l'extérieur. Et c'était aussi pour nous vraiment une chose à avoir, c'était le passeport pour qu'on aille explorer le monde européen. C'est arrivé, je suis allée à Métropole, je suis rentrée, alhamdoulilah, avec
des diplômes universitaires. Je suis sociologue, je suis arrivée avec un bac+4 à l'époque. Et c'était quelque chose, en tout cas, c'est une belle réussite personnelle et familiale aussi. J'ai à Mayotte occupé, donc arrive la période de la femme cadre que je suis. J'ai occupé plusieurs postes de responsabilité à Mayotte. J'ai participé, en tout cas, à la construction de ce pays. Mon premier poste a été rapporteur général à la commission de révision d'état civil. C'était vraiment une première étape pour Mayotte vers sa départementalisation. J'ai découvert les Maorés là avec... il n'y a pas que l'identité, il y avait la reconstitution des mariages, il y avait la reconnaissance des enfants. Il y avait donc là, on découvre vraiment Mayotte sur d'autres volets. J'ai passé les concours, j'ai exercé en tant que cadre avec toutes ces difficultés, mais là aussi, je prends le temps de rendre hommage à deux personnalités que j'ai rencontrées. C'est important de le faire parce que ce sont deux hommes. Monsieur Touahir Issoufa, qui a été mon premier DGS à la mairie de Mamoudzou, que je rends hommage ici. Il a beaucoup participé aussi à ma réussite pour les formations, pour les ouvertures. J'arrive au conseil départemental, je rencontre un jeune cadre au nom de Assadilaï Abdourahmani, qui a aussi beaucoup contribué, en tout cas, à mon parcours en tant que femme cadre territoriale. Et parallèlement, je m'intéressais à la politique parce que je m'intéresse à tout ce qui touche la vie. Je suis passionnée de service à la population et ces postes à responsabilité que j'ai eu à occuper, ils ont un point commun, c'est un service rendu à la population. Que ce soit à la DRH, que ce soit à rapporteur général pour la révision d'état civil, que ce soit le poste sur la direction des personnes handicapées. Ces postes-là, ils ont eu un point commun, c'est le service à la population. Et ça, bien sûr, c'est déjà la politique qu'on fait en ce moment-là. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avez fait, et vous faites encore aujourd'hui lorsque vous avez toutes ces responsabilités et qu'on vous attend à la maison, que la famille vous attend à la maison, qu'il y a aussi ce rôle et cette responsabilité en tant que femme, épouse et maman? Le psychologue nous éclairera peut-être, mais je pense, pour vous, est-ce que c'était difficile? Je pense avoir fait le choix d'une vie en famille. Je pense vraiment dans ma tête que c'est un choix de vie que j'ai fait. Ça peut être influencé par la société et ça, je n'en disconviens pas. Mais c'est un choix que j'ai fait de vivre avec un époux, de construire une famille. J'ai eu 3 magnifiques garçons que je salue au passage et j'ai pu associer ce rôle. Parce que figurez-vous, Youmna, que nos parents, ils ont fait ça. Je vis ma mère être jardinière, être éleveuse de bovins, être cultivatrice et aussi s'occuper de ses enfants, de sa famille, être épouse à la maison et mère aimante et soucieuse de l'éducation de ses enfants. Donc, je n'ai rien inventé. J'ai suivi ça. Au lieu d'aller à la campagne, j'allais au bureau, mais je revenais à la maison, endosser mon costume de maman et d'époux et je suis très épanouie dans ça. Eh ben ça c'est beau et ça fait plaisir à entendre, j'imagine, pour le psychologue qui est à nos côtés. Et d'ailleurs, dans notre société ici à Mayotte, parce qu'elle a parlé tout à l'heure de périmètre familial, de ce qu'elle avait le droit, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Aujourd'hui, c'est cette éducation-là, on va dire, qui lui a permis aussi d'être capable d'être épanouie dans les différents rôles qu'elle a en tant que femme. Dans notre société aujourd'hui, quelle est la place qu'on accorde à cette femme, à la femme, à la maison et en dehors? Alors déjà, pour répondre à votre question, j'ai envie de revenir quand même sur un point, la question de droit. Aujourd'hui, pour cette émission, nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'est la journée de la femme? Nous, on n'a rien inventé. C'est une journée qui existe depuis le 8 mars 1977. Ça a été rendu officiel à cette date-là. Ça a été déclaré par l'ONU
Et cette journée, elle consiste à mettre à l'honneur les droits des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. L'investigatrice de cette journée, elle s'appelle Clara Zetkin. Cette journée, elle cherche aujourd'hui essentiellement à renforcer l'égalité hommes et femmes, mais surtout à mettre en valeur, en lumière, la condition féminine. Pour répondre à votre question, je pense qu'à Mayotte, la place de la femme, elle est très importante, cette place. Parce que chez nous, à Mayotte, on s'est construit dans ce qu'on appelle une organisation matrilinéaire. Matrilinéaire, c'est-à-dire tout simplement que tout ce qui se définit par... ça veut dire tout simplement que tout ce qui repose sur l'ascendance maternelle par lequel un enfant est affilié du groupe des parents, de ses parents. En effet, ça veut tout simplement dire que nous, les enfants, elle l'a très bien dit, Madame Mariam Kalama, que nous héritons de nos parents, de notre mère. Le papa, il est là, mais ce dispositif patriarcal est atténué. On le voit tout simplement dans les mariages. Quand il y a les manzaraka, l'homme est obligé parfois d'aller vivre chez les parents de sa femme ou dans la maison de sa femme. Et cette maison, elle est souvent construite par la famille de la femme. Ça, c'est un point. Donc ça voudrait dire que la femme, elle devrait avoir plus de pouvoir. Elle a déjà ce pouvoir parce qu'elle sait faire venir cet homme vers chez elle et vers chez sa famille. Et puis, il y a eu le débat, parce qu'on a parlé de nos aînés, il y a eu le débat sur l'indépendance, où on a vu les femmes ont su... Au devant de la scène. Exactement, au devant de la scène. Et ces femmes, elles ont su prendre leur place. Elles ont su valoir une étiquette qui s'appelle les chatouilleuses. Elles ont réussi à défendre leurs convictions, de devenir français, de le rester français. Elles ont aussi, surtout, réussi à convaincre les Maoris. Ça, c'est merveilleux. Tout ça, ça peut paraître beau, mais sauf que malheureusement, la domination masculine, elle prend beaucoup de place, en fait. Et cette domination, cette question de domination masculine est liée, mais c'est quelque chose qui existe dans tous les âges, dans toutes les sociétés et dans toutes les générations. Donc c'est normal, un peu. Chez nous, on a l'habitude que les choses se passent comme ça. Malheureusement, oui. Malheureusement. C'est à nous alors de faire changer les choses. Vous avez travaillé dans un milieu essentiellement masculin, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez dû faire face à des gros défis importants et est-ce que ces défis viennent réellement que des hommes? Bien sûr, j'ai fait face à des difficultés énormes en tant que femme qui cherchait à réussir, mais cela ne vient pas que des hommes et je suis peut-être de nature positive. Mais moi, je ne parlerai pas... Ce n'est pas cette domination masculine qui m'importe, moi. Je savais que je suis une femme, je savais que je suis un être humain, qu'il fallait que je réussisse, il fallait que je redouble de vigilance, que je redouble d'efforts. Mais en tant que femme, dans une société dans laquelle j'ai grandi et que je sais les rouages, ça ne me choque pas, cette domination masculine. Moi, aujourd'hui, ce qui me rend un peu triste, c'est de voir que tous les outils qu'on nous offre, nous, en tant que femmes, je parle de la parité, je parle de tous ces décrets, ces lois qui sortent pour un peu compenser ces difficultés que les femmes rencontrent dans ce monde et que nous, à Mayotte, pour l'instant, en tout cas, on ne saisit que timidement cette occasion pour émerger. C'est ça, au fait, ce qui me pose problème. J'embraye tout de suite pour parler de mon parcours en tant que femme politique. Ce n'est pas mon parcours en tant que femme politique, mais candidate, parce que je suis récemment élue. J'ai rencontré des difficultés. Là aussi, j'ai rencontré des hommes formidables. Mais des femmes, ça arrive, c'est timidement. J'ai en tête Mme Rukia Lahadji qui a mis aussi sa tête en guillotine pour que moi, je puisse
m'émanciper, que je puisse aussi vivre mon souhait, mon projet de devenir femme. Donc, ce sont ces genres d'initiatives que j'encourage. Je suis peinée, Yumna, de voir que toutes ces années avant la parité, avant que la parité s'applique à Mayotte, durant toutes ces années, on comptait une femme à l'hémicycle de temps en temps. Ce n'est pas toutes les mandatures qu'on avait cette femme qui siégeait à l'Assemblée départementale depuis que c'était Conseil général. Ça fait 2 mandats qu'on nous offre cette possibilité. On siège vraiment à 50-50 et qu'on n'ait pas, pas saisi cette occasion pour expérimenter une femme à la tête du conseil départemental. Ce sont ces choses-là qui me rendent triste pour nos enfants à venir. Mais nous, la domination masculine, ça c'est un fait. Et nous avons grandi dedans et nous devons savoir la contourner. Mais on doit changer les choses. C'est à nous de prendre notre destin en main et de nous battre. La preuve, je ne suis pas exceptionnelle. Il y a des femmes de ma génération, même avant moi, qui ont réussi. Aujourd'hui, il reste à faire quand même un travail collectif. Pour vous, comment est-ce que vous encouragez, on va dire, au quotidien cette diversité, cet accompagnement, cette inclusion pour les générations à venir? Ça serait quoi? Comment est-ce qu'on pourrait les accompagner? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Aujourd'hui, on est en 2023 et pourtant on parle un peu de domination masculine qui est peut-être normale, on va dire, dans notre vie en tant que femme. Mais pour celles qui viennent, qu'est-ce qu'il faudrait... Elles devraient faire face à quoi? J'ai intégré cette différence entre hommes et femmes. C'est une différence physionomique, déjà. C'est aussi une différence en matière d'évolution. Parce que les hommes, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils ont pris leur envol. Nous, on essaye de nous accompagner timidement. Donc cette différence, je l'ai intégrée. Ça existe, c'est la nature, c'est fait ainsi. Mais cela n'exclut pas la place que la femme doit occuper dans la société, que la place que la femme occupe dans la société. On en fait partie. Je lance ce message d'espoir à la génération à venir. C'est quelque chose de possible. On est à l'école, on a des filles maintenant, des jeunes filles qui réussissent des études scientifiques, en tout cas qui réussissent là où elles souhaitent y aller, que ce soit au niveau littéraire, scientifique, professionnel, ça dépend de l'ambition de la personne, ça dépend de son choix. Leur dire que cette réussite est possible de le traduire dans le monde professionnel, dans le monde sociétal, dans le monde politique, c'est possible. Je suis là, j'ai pris beaucoup de coups que je ne prends pas négativement parce que c'était ma première expérience politique. J'ai longuement réfléchi. Je l'ai fait au-delà de 60 ans parce que pour moi, 60 ans, on a vécu un certain nombre d'expériences. 60 ans, j'ai bâti ma carrière. 60 ans, j'ai formé ma famille avec des projets de vie. À partir de là, j'intègre le conseil, j'intègre l'Assemblée départementale avec un regard, avec un engagement. C'est vraiment d'accompagner ceux et celles qui n'ont pas eu cette chance. C'est vraiment de participer au développement de la scolarisation à Mayotte par les constructions par rapport aux compétences que nous héritons, nous devrons prendre au conseil départemental. C'est uniquement ça ce que je suis venue chercher. Ma notoriété, je l'ai acquis avant d'être élue au sein de cette assemblée départementale. C'est dommage aujourd'hui que... Ce que je veux dire, c'est que malgré ça, malgré cette volonté affichée, malgré cet engagement, on ne va pas me déployer le tapis rouge. Il faut encore que je me bats contre d'autres personnes, contre je dirais le système, de manière à ce que je puisse avoir ma place et faire émerger mes idées. C'est ce que je veux faire. Mais est-ce que quelque part, le fait de vouloir et de devoir à chaque fois se battre un petit peu plus en tant qu'homme, enfin en tant que femme face aux hommes, est-ce que c'est pas ça justement la force de la femme à vouloir à chaque fois faire mieux et à faire mieux
parfois. Je suis désolée, je ne suis pas féministe, mais est-ce que ce n'est pas justement cette difficulté-là qui est en face de nous, qui nous pousse quelque part à faire mieux et à vouloir plus souvent changer le monde? C'est ce qui fait notre beauté. C'est ce qui fait qu'on est dans une démarche sans cesse de vouloir innover. Il y a une expression en shimaoré qui dit, voilà, une mère de famille ne peut jamais baisser les bras. Et ça se traduit aussi dans nos démarches professionnelles comme politiques. Moi, j'ai été élue conseillère départementale avec un projet. Je pense que ça a été public. Vous savez tous les manifestations, en tout cas, les expressions qui ont été véhiculées du style on ne me laissera pas le faire, mais ce n'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. Je suis allée chercher ailleurs. Je ne peux pas abandonner les électeurs du canton au seul motif que moi, j'ai commis un crime, le crime de m'être battue pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors que c'est un combat que tout le monde a mené dans les différents cantons pour être élu. Tous ceux qui sont là, ils se sont battus contre deux candidats et je les salue parce qu'ils ont réussi et ils sont là. Et c'est ce que je fais. Et si c'est un crime, j'en suis fière et je le referai s'il faut que je le fasse. Donc ceci dit, c'est bien beau de dire ça, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on amène à la population qui vous a fait confiance? Eh bien oui, je ne me suis pas arrêtée à ça. Et je continue à me battre. Et j'ai une annonce à vous faire sur ce plateau aujourd'hui, que j'ai été nommée hier porte-parole du parti Renaissance à Mayotte. Tout ça, c'est pour essayer d'avoir une porte, une main tendue et porter les doléances de la population de Mayotte. Et je le ferai jusqu'à l'issue de ce mandat. Et le message est bien clair. Fayoum, j'aimerais juste aussi vous faire réagir sur cette volonté, sur cette bataille. Elle a dit quelque chose qu'une mère, une femme, une maman ne peut pas baisser les bras. Il nous reste quelques minutes. On a parlé aussi beaucoup de celles qui ne veulent pas ou celles qui ne prennent pas assez cette place en tant que femme. Comment est-ce que la femme doit réagir ou doit agir tout simplement face à ces critiques, face à ces difficultés, face à ces critiques et à ces difficultés liées à l'entourage professionnel et personnel lorsque nous avons un objectif à atteindre? Comment est-ce qu'elle doit gérer tout ça, cette pression? Alors déjà, ça fait beaucoup de pression. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais ce qu'on attend, c'est qu'il y a beaucoup ce qu'on peut nommer la charge mentale, en fait. Une charge mentale, c'est... Ça n'a pas du tout l'air de toucher notre invité aujourd'hui. Oui. Mais c'est quelque chose qui existe? Oui, une charge mentale, oui. Quand on occupe beaucoup de... On a beaucoup de responsabilités. Et surtout quand on est une femme, qu'on travaille et qu'on a une famille à gérer et qu'on se dit qu'on a ses droits. D'être maman et puis s'occuper de sa famille, il y a la charge mentale. Cette charge mentale, ça se définit comment? C'est que le cerveau épuise le corps. Il y a tellement d'informations que le cerveau envoie au corps. Et qui dit information, dit des tâches à réaliser. Et souvent, les mamans, elles se donnent cette obligation d'organiser, de faire fonctionner. D'être là, d'être là, tout simplement. Et au final, s'ils se rendent compte qu'elles ne peuvent pas tout faire, elles s'épuisent. Et c'est une fatigue qui va s'installer, il y a une perte d'énergie. Perte de motivation parfois, mais quand on est déterminé, ce qui est le cas de Mme Mariam Kalam, l'énergie est encore déployée de façon encore suffisante. Pour les femmes qui ne souhaitent pas, comment on peut appeler ça déjà? C'était quoi la question? Prendre leur place. Prendre leur place, en fait, ça me renvoie à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est quelque chose... Alors, il y a eu des travaux qui étaient faits de ça en 1978, ça a été fait sur des femmes. Et on a constaté que les femmes, même si elles étaient extrêmement diplômées, parfois elles refusent ou elles ont peur d'acquérir légitimement ce qu'on peut leur octroyer comme poste ou comme promotion en fait. Quelque part, c'est comme si elles ne se sentaient pas légitimes à leur place ou à leur juste valeur. Ouais. Alors que s'il s'agit d'un homme, si on lui fait une promotion, le monsieur il acceptera ça facilement et il reconnaîtra comme une reconnaissance par son travail. En fait, c'est tout simplement la femme, je pense qu'on a conditionné depuis toute petite de lui faire comprendre que c'est toujours aux hommes d'avoir des postes à haute responsabilité, en fait, pour conclure à peu près ce que madame essaie de nous faire comprendre dès le début.
Et quelque part, il faut qu'on pousse les femmes à oser et à se sentir légitimes dans ces postes, en politique, en tant que cadre, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'épouse aussi, en tant que mère. Ça sera d'autres débats. C'est un dernier mot de vous, s'il vous plaît. Peut-être un conseil. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour revenir sur votre dernière phrase, qu'il y a déjà des outils qui sont mis en place pour nous donner un coup de pouce, pour compenser cette infériorité dont on nous a tant dit. Aujourd'hui, c'est à nous de se lever, c'est à nous de prendre notre destin en main, c'est à nous de savoir, d'être convaincus en tout cas, que la population a besoin de nous. La population a besoin de nous. On ne peut pas, parce qu'on gagne notre vie, rester chez soi le week-end, dormir, alors que dehors, il y a des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce, de manière à ce qu'ils puissent un peu alimenter leur vie. J'ai commencé mon propos tout à l'heure pour rendre hommage à des hommes. C'était curieux. Mais ce sont des hommes pour dire que dans ce monde, même dans cette société mahoraise, il y a des hommes aussi qui sont là, qui se mettent au service des femmes, qui essayent d'accompagner en tout cas ceux qui tendent la main. On a nos maris pour essayer de combiner les deux situations, professionnelles, politiques et familiales. Ça veut dire qu'on a un soutien familial. Ce soutien, c'est que le mari est là et qu'il a aussi compris que j'existe et que j'ai le droit d'exister et que je me suis formée, je me suis forgée une personnalité de manière à participer à la construction de ce pays. Je m'arrête là, Yumna, mais je voudrais vraiment, c'est la journée de la femme, rendre hommage à ma mère, cette femme qui a mis au monde 8 enfants, qui a donné la possibilité à chacun de nous de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire que nous aussi aujourd'hui, c'est possible. Je suis une mère de famille, je connais des difficultés pour la scolarisation de mes enfants. On s'accroche, on se bat comme eux, ils se battent. Merci à vous tous et un grand merci à mes sœurs qui sont mes grands soutiens, mes sœurs et frères aussi. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette émission et de vous être livré dans cette émission consacrée au 8 mars, ma place en tant que femme, une émission à revoir avec Mariam Saïd Kalam, donc notre invitée du jour, et Fayoum Hamdi sur notre site internet, replay, rubrique Maïcha. À très vite pour un autre numéro. Merci.